Tension dans un câble ou une corde. Imaginons deux véhicules de masse respective M1 et M2 reliés par un câble ou une corde de masse petit m. Donc ça veut dire que dans un premier temps, on va considérer que le câble a une masse M. On ne va pas dire qu'elle est forcément négligeable. À la fin, on la négligera parce que c'est souvent le cas en réalité dans les problèmes. Mais au début, on commence à en tenir compte. Alors, on exerce une force F, c'est cette force que vous voyez ici, voilà, sur le premier véhicule. Par exemple, une force de traction de son moteur, hein, ça peut être ça, par exemple, si c'est, je sais pas, une locomotive ou quelque chose comme ça. Et donc, le câble, en se tendant, exerce une force sur le deuxième véhicule. Donc là, la force ici va se propager en quelque sorte à l'intérieur de ce câble, ce qui va entraîner le deuxième véhicule M2 à son tour. Notons A, l'accélération du système qui n'est pas représentée ici, mais qui est donc évidemment dans ce sens-là et dans ce sens-là. Alors, l'accélération, ici, on considère qu'elle est la même pour les deux véhicules. Pourquoi? Eh bien, parce qu'on suppose que le câble est inextensible. Inextensible, ça veut dire qu'il est inélastique. Hein, donc, ça veut dire que quand on tire sur un morceau du câble, eh bien, le câble va bouger dans son intégralité sans se déformer, ce qui en réalité n'existe pas. Hein. Dans l'absolu, tout est un tout petit peu au moins extensible, mais c'est une très bonne approximation pour la plupart des câbles ou des cordes. Si l'on ne s'intéresse qu'à l'accélération, il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton au système complet. Il vient alors l'expression que vous avez là, A égale F fois sur la somme des masses. Alors effectivement, si vous considérez l'ensemble du système ici, quelle est la masse de l'ensemble du système? La masse de l'ensemble du système, c'est M1 plus M2 plus M. Donc on aura, pour ce système-là, il y a une seule force extérieure qui s'applique, c'est cette force F. Donc la deuxième loi de Newton appliquée à l'ensemble du système dit la force extérieure F est égale à la somme des trois masses, M1 plus M2 plus petit m, fois l'accélération. Si vous retournez cette équation, vous divisez par la somme des masses, vous obtenez cet encadré qu'il y a ici. Alors, maintenant, continuons. On souhaite calculer toutes les forces qui s'exercent sur les trois éléments constituant le système en question. Donc, les trois éléments, c'est les deux véhicules, le 1 là devant, le 2 là derrière, mais aussi le câble en fait. Alors, quelle est la procédure? La procédure, c'est un petit peu celle qu'on a vue tout à l'heure avec l'exercice sur la troisième loi de Newton. On sépare les éléments du système en sous-systèmes. C'est ce qui est écrit ici. La procédure consiste à faire la liste des forces pour chaque sous-système et à appliquer les lois de Newton, deuxième et troisième. Alors, ici, il y a une première remarque importante, c'est que les figures ci-dessous ne présentent que les forces qui induisent l'accélération du système. Évidemment, il y a des forces qui existent en plus, hein, qui sont les forces pesanteurs et les forces de soutien. Mais comme ici, on a un système qui ne peut bouger que horizontalement, ces forces pesanteurs et soutien, que ce soit sur le véhicule 2 ou le véhicule 1 ici, n'auront aucun effet sur l'accélération, elles vont se compenser parmi, donc c'est pour ça qu'elles ne sont pas représentées. Hein. On n'a donc pas représenté les forces de pesanteur ni les forces de soutien. Alors donc, on représente là en dessous la version, on va dire, éclatée, hein, comme c'est écrit dans le texte, du système avec les différents sous-systèmes. Donc, un premier véhicule ici, le câble ici et le deuxième véhicule ici. Alors, le premier véhicule, c'est celui de masse M1 en fait. Hein. Eh bien, ce premier véhicule, il subit deux forces horizontales. La force F et la force qu'exerce la corde en se tendant, c'est-à-dire T1. Donc, il subit cette force-là, F, qui est dirigée vers l'avant, et T1, qui a tendance à le retenir. Regardons maintenant le deuxième véhicule. Le deuxième véhicule, je vais changer la couleur, je vais prendre du vert ici. Hein. Pour le deuxième véhicule, eh bien lui, il subit la force qu'exerce le câble sur lui. C'est-à-dire que le câble va le tirer en avant
Et si donc on dissocie le câble, eh bien, il subit uniquement cette force T2, qui est la force qui est ici. Alors maintenant, par la troisième loi de Newton, le câble, ça c'est important, par la troisième loi de Newton, le câble subit de la part du premier véhicule une force égale et quoi? Une force égale et opposée à celle qu'il lui fait subir, à savoir moins T1. Alors, on retient ça, moins T1. Effectivement, si le véhicule est retenu par le câble, donc le câble exerce sur le véhicule une force qu'on a appelée T1, eh bien, donc ça veut dire qu'en vertu de la troisième loi de Newton, le véhicule exerce une force sur le câble. Donc le câble exerce une force sur le véhicule. Et cette force, elle est juste opposée en fait. Donc c'est la même force que celle qui est ici, mais de sens opposé. Donc on va l'écrire moins T1. La même chose de l'autre côté. Ce véhicule, il subit une force T2 qui le tire vers l'avant. Qui exerce cette force T2? Eh bien, c'est le câble qui l'exerce sur le véhicule. Donc, en vertu de la troisième loi de Newton, le véhicule exerce une force sur le câble. Et cette force, c'est une force qui est opposée à T2. Donc, si elle est opposée à T2, elle a la même norme, donc c'est aussi T2, mais en sens inverse, donc avec un moins 2. Alors, tout ça, c'est ce qui est donc expliqué à la page suivante, là en haut. De même, à l'autre extrémité, une force moins T2 s'exerce sur le câble. Alors, il y avait une question, je vais vite y répondre. C'était, la main s'est baissée d'ailleurs. Ah non, elle n'est pas baissée, elle est là. Voilà, il est ici. Hop. Alors, Mathéo. Oui. En fait, il n'y a pas de force de frottement. Non. Mais pourquoi? Non, on peut les. Vous voyez, vous avez vu ici, c'est des véhicules à roulettes. Bon, on peut négliger les forces de frottement. Et aussi, Le but ici, et je vous rappelle le titre du chapitre, c'est tension dans un câble ou dans une corde. Donc l'idée, c'est d'étudier les forces de tension qui existent ici, là, entre les deux véhicules. Effectivement, bon, s'il y a des forces de frottement, il y aura des forces supplémentaires qui vont apparaître, mais okay. ça ne va pas changer la façon de raisonner si on s'intéresse à la tension. Et j'ai aussi une autre question, c'est pas plutôt les masses qui exercent des forces sur la corde et du coup la corde elle réagit et elle exerce une force sur les masses. Écoutez, je ne sais pas quoi répondre à cette question. Sans vous manquer de respect, je dirais qu'elle est assez mal formulée parce que les forces, elles n'agissent pas sur des masses, elles agissent sur des objets. Et les objets ont eux-mêmes des masses, effectivement. Donc je ne sais pas comment. Non, mais je voulais dire les objets en fait. C'est juste que j'ai appelé masse parce que. Ouais. Donc ouais, je sais pas, les forces s'exercent sur les objets et donc enfin, j'ai de la peine à comprendre le sens de votre question finalement. En fait. Genre, vous avez mis que la corde, elle exerçait une force sur chaque objet et du coup que les objets, ils exerçaient une force sur la corde. Mais Ouais. j'ai l'impression que c'est plutôt les objets qui exercent sur la corde et du coup la force de réaction, c'est la force de tension. D'une certaine manière, on peut dire que, enfin, vous n'avez pas tort, mais il y a quand même un mais, c'est que quand on a vu la troisième loi de Newton, je vous ai dit que action et réaction, ça peut être inversé. On peut les intervertir parce que les deux se produisent exactement en même temps. Donc maintenant, dire qu'une est la réaction de l'autre, on peut inverser. Donc finalement, vous avez raison. C'est par exemple pour le véhicule, le deuxième ici,
S'il avance, c'est probablement, effectivement, parce que le câble exerce sur lui une force. Donc, on aura tendance à dire que le câble exerce sur l'objet une force de tension. Et ça, c'est l'action, justement, parce que c'est ça qui le fait bouger, cet objet. Et puis, donc, la réaction, ce serait que ce soit le véhicule qui exerce une force sur le câble. Ce serait la réaction. Mais bon, si vous êtes le câble, imaginons que vous êtes assis sur le câble, et ben pour vous, ce qui vous fait bouger, ce seront les forces que j'ai écrites ici, moins T1 et moins T2. Donc finalement, c'est une question de point de vue, cette histoire. Si vous vous mettez à la place du chariot, effectivement, pour le chariot, l'action, c'est T2, puis moins T2, ce sera la réaction. Et si vous vous mettez à la place du câble, c'est l'inverse, en fait. Ok, merci. Voilà. Alors, il me semble qu'il y avait encore voilà, Mathieu qui a levé la main. Ouais. Je comprends pas pourquoi on ne peut pas considérer quelle est la différence entre cette situation-là ou juste un long wagon. C'est pas qu'on peut pas, c'est que le but, c'est de voir quelles sont les forces de tension. C'est le titre du chapitre. Donc effectivement, si vous vous intéressez pas aux tensions qu'il y a à l'intérieur du système, du coup, vous gardez la toute première équation et puis vous travaillez là-dessus. C'est parce que nous, on s'intéresse à ces forces de tension. C'est ça l'idée. C'est le but. C'est pour ça qu'on fait tout ce chenille, en fait. Mais si on prenait juste un long wagon, ensuite, il y aurait aussi des forces de tension à l'intérieur du wagon, non? Je ne sais pas quoi vous répondre. Ouais, entre chaque molécule, il y a des forces de tension d'une certaine manière. Donc oui, quoi. Effectivement. Voilà, c'est un exemple. Hein. C'est pas un cas très général. Hein. Voilà, ça commence comme ça. Hein. Imaginons deux véhicules. Donc voilà, c'est le point de départ. Mais bon, Okay. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, il y aurait d'autres questions. Il ne me semble pas avoir vu des mains se lever. Non, c'est tout bon. Alors, je continue. Hein. Donc maintenant, on entre dans le lourd, en fait. Hein, c'est-à-dire que, alors, j'ai moi-même préparé un petit truc pour vous que je vous montre ici. Alors, attention, hop, j'avais oublié de l'ouvrir. Donc, c'est un document PowerPoint où j'ai recopié donc, ce schéma. Il est ici. Voilà. OK. Alors, là, j'ai le schéma et donc j'ai les forces également. Hein. Alors, si je m'intéresse donc au premier wagon, celui-ci là, hop, eh bien, la deuxième loi Newton appliquée à ce wagon, ce sera F plus T1. Donc là, je mets des vecteurs, donc j'additionne, somme des forces égale M1 fois A, sans se poser trop de questions. Pour le deuxième, que je vais faire en vert, ce wagon-là, somme des forces extérieures, c'est T2, égale M2 fois l'accélération. C'est la même accélération, tout le système bouge en même temps. Hein. Donc là, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et puis le dernier point, le dernier objet, c'est, je vais peut-être éviter le bleu, je vais prendre du rose. Allez, donc c'est le câble. Alors ce câble, lui, il subit deux forces. Il subit moins T1, moins T2, on les appelle moins parce que c'est les réactions de T1 et de T2. Donc on additionne ces forces, ça fait moins T1 plus moins T2, ça fait moins T1 moins T2, égale la masse du câble M fois A. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on choisit un axe. Donc on a choisi l'axe de gauche à droite ici parce que le système va se déplacer de gauche à droite. Et du coup, on aura une accélération qui va dans le sens de x. Et maintenant, on projette ces forces sur cet axe x. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici, je vais prendre ça avec du... Qu'est-ce qui me reste? Je vais prendre du bleu. Voilà, hop, du bleu. Alors, si vous regardez ici, attention, je vais utiliser la petite tablette graphique. Alors, vous avez ici F, qui est dans le sens de X. Donc, F va être positif, plus F. Là, vous avez T1, qui est dans le sens inverse de X. Donc, moins T1. Et puis, finalement, vous avez l'accélération qui n'est pas dessinée, mais qui est censée aller vers l'avant, donc dans le même sens que X, une accélération positive. Donc vous avez cette première formule, F moins T1 égale M1 fois 1.
Procédons de la même manière sur le deuxième véhicule. T2, c'est une force qui est dirigée vers l'avant, donc parallèle dans le même sens que X. Donc, elle sera positive. L'accélération aussi. Donc, on a T2 égale M2 fois A. Et maintenant, pour le câble, un peu plus difficile. Alors, vous avez moins T1, c'est le nom de la force qui est dirigée vers l'avant. Alors, quelle est sa norme à moins T1? Sa norme, c'est plus T1. C'est pour ça que ici, j'ai écrit plus T1. C'est la norme de moins T1. Et comme moins T1 est dirigé vers l'avant ici, eh bien, c'est une composante qui est positive. Par contre, pour l'autre, pour la force qui va vers l'arrière, qu'on a appelée moins T2, elle, par rapport à l'axe X, elle est négative. Donc, on met moins T. Donc, on a T1 moins T2 égale M fois A. Alors, on a donc ces trois formules ici qui nous créent donc un système d'équations que vous trouvez donc à la page 34 du bouquin ici. Là. Voilà. Alors, ça, si jamais je vous laisse réfléchir à cette histoire-là. Alors, l'idée maintenant, pour conclure, hein, c'est de déterminer les forces de tension en fonction de la force F. C'est-à-dire que plus la force F est grande, plus les forces de tension devraient être grandes normalement, mais comment est-ce qu'on peut exprimer justement ces forces de tension en fonction de la force F? Alors là, on va faire une première approximation qui est que dans la plupart des cas envisagés, la masse M de la corde peut être négligée devant M1 et M2. Et ça, c'est vrai que ça arrive souvent, qu'on puisse donc négliger la masse de ce qui fait le lien. En fait. Imaginons qu'on a par exemple un wagon. Vous avez déjà vu les wagons chemin de fer. Vous avez deux wagons qui sont accrochés ensemble par un crochet ou plusieurs crochets. Quand on voit la taille des wagons et leur masse, on peut légitimement imaginer que la masse des crochets, petit m, elle va être beaucoup plus petite que la masse des deux wagons. Donc, on peut négliger la masse de ce qui fait le lien, c'est-à-dire la masse de la corde, du câble, on peut la négliger. Alors, comment est-ce qu'on obtient ce résultat qui est ici? Eh bien, c'est justement la petite feuille, en fait, que je vous ai, le petit PDF que je vous ai envoyé tout à l'heure. Donc, je le remontre ici. Voilà. Vous avez ce système de trois équations que j'ai simplement réécrites. Ici, voilà. Système de trois équations. Je vous rappelle que le but, c'est d'exprimer T1 et T2 en fonction de la force F qu'on applique sur le premier wagon. Alors, première chose, si la masse de la corde est négligeable par rapport aux deux autres masses, eh bien, on peut dans les calculs considérer que la masse est nulle. La masse M est égale à 0. C'est ce qu'on va faire. Alors, si la masse M est égale à 0, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, vous voyez que dans cette équation, si petit m égale 0, eh bien, on obtient ça. T1 moins T2 est égal à 0 fois A, donc égale 0. Et si donc T1 moins T2 égale 0, la conclusion, c'est que les deux forces de tension sont égales. C'est ce que j'ai écrit ici. T1 égale T2. Et donc, pour le reste du développement, on considérera que T1 égale T2, et donc on écrira T tout court. Alors, si on écrit T tout court, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste, si je reprends la première équation qui est celle-ci, j'ai F moins T1 égale M1 fois A. Si maintenant T1, je le remplace par T, ben j'aurai F moins T égale M1 fois A. C'est ce que j'écris ici, F moins T égale M1 fois A. Je renomme cette équation la numéro 5. Ensuite, la deuxième, eh bien, elle devient T2. Donc T2, maintenant, on utilise T, hein, ici, à la place de T2. Donc ça deviendra T est égal à M2 fois A. T égale M2 fois A, c'est la deuxième équation que j'ai écrite ici. Donc, je l'ai appelée la numéro 6. On se retrouve avec ce système ici.
où il y a deux inconnus en quelque sorte, hein. Il y a T et A. On est quand même censé connaître la force qui agit sur le premier wagon et qui donc tire en avant le premier système. Alors l'idée là-dedans, c'est de substituer en fait A de manière à le faire disparaître. Et donc pour ça, j'utilise l'équation 6 que je retourne et j'ai donc A égale T sur M2. Ça, c'est ce que j'appelle l'expression numéro 7. Et donc maintenant, l'idée, c'est de prendre cette expression-là et de la remplacer, de la substituer dans la 5. Alors ça, c'est ce qui est fait à la page suivante. Donc il faut tourner la page. Donc on a F moins T égale M1 fois A. Et donc à la place de A, on met cette expression T sur M2. C'est ce qui a été fait ici. F moins T égale M1 fois A. Hein, vous retrouvez le A ici. Utiliser le petit stylet. Voilà. Ça, tac, ça, c'est égal à ou A. Alors, qu'est-ce qui reste? Maintenant, ce moins T, je le passe de l'autre côté. Donc, je fais plus T. J'aurai donc F égale plus T, plus, et puis là, M1 fois T sur M2, je l'écris de cette manière, M1 sur M2 fois T. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai multiplié par M2 partout. Alors, on se retrouve, le F, il devient M2 fois F. Le T, il devient M2 fois T. Et puis ici, le M2, il disparaît, donc il reste M1 fois T. Vous voyez qu'à droite, ici, on a M2 fois T plus M1 fois T. On peut donc mettre en évidence T et on obtient M1 plus M2 fois T. À gauche, on a toujours M2 fois T, hein, toujours. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je divise tout simplement cette expression, la partie droite en fait, enfin tout en réalité, par M1 plus M2. Je divise par M1 plus M2. Et donc à gauche, j'aurai M2 fois F. On le retrouve là, M2 fois F, divisé par M1 plus M2. Donc, voilà ce qu'on obtient avec ce genre de calcul. Et cette expression, ce calcul-là, c'est le résultat que vous avez dans le cours en réalité, hein, le cours qui est donc ici, c'est l'expression que vous avez là. Ça, c'est possible de l'obtenir uniquement si on a négligé la masse de la corde, hein, c'est-à-dire en posant que petit m est égal à 0. Alors, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette histoire? On arrive gentiment au bout du cours, hein, donc c'est parfait. Bah, tout d'abord, ce qu'on peut en conclure, c'est que déjà, la force de tension, elle n'est pas égale, elle ne le sera jamais d'ailleurs, à la force F. Ah, pardon, c'est pas ça que je voulais faire, non plus ça, d'ailleurs, c'était ça. On ne peut pas avoir T qui est égal à F. T est forcément différent de F. Pourquoi? Le seul moment où ça peut être égal, c'est si M1 égale 0. Si M1 égale 0, alors dans ce cas-là, on a T égale F. Mais si M1 égale 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de wagon. Le premier wagon n'existe pas, parce qu'un wagon ne peut pas avoir une masse nulle. Donc s'il n'y a pas de wagon, évidemment, il n'y a pas de raison que la corde soit tendue, hein, donc ça n'a pas de sens. Donc à partir du moment où il y a un wagon, donc il y a M1, eh bien qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que ce terme-là, il est forcément plus petit que 1. Eh bien oui, parce que M1 plus M2, c'est forcément plus grand que M2. Donc, ce terme est plus petit que 1. Donc, en définitive, on obtient que notre tension dans le câble, qui s'exerce de part et d'autre du câble, eh bien, c'est une tension qui est forcément plus petite que la force totale du début. On peut voir ça d'une manière un peu plus simple. Les calculs, ça, on est obligé de les faire. Hein, mais du point de vue qualitatif, de voir que la force de tension, elle est plus petite que la force exercée sur le premier wagon, c'est quelque chose qu'on peut donc tout à fait imaginer quand on regarde finalement le schéma qui est celui-ci, hein, pourquoi pas. Si je reprends ce schéma-là, peut-être celui-ci ici, la force de tension, en l'occurrence, elle s'exerce là. Cette force F qui est ici, celle-là,
elle doit faire bouger le premier wagon plus le deuxième. Tandis que la force de tension qui agit ici, elle doit faire bouger uniquement le deuxième. Donc, c'est assez logique. Imaginez que la force de tension ici, elle sera plus petite que la force F qui est exercée au bout ici. Parce que justement, cette force F, elle doit faire bouger l'ensemble. Et c'est bien ce qu'on a trouvé dans nos calculs. Je crois que j'ai tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Ça, c'était une conclusion, c'est celle que j'ai fait sur feuille. Donc maintenant, je m'arrête là. Je ne sais pas s'il y a des questions. Mathieu, qui a une petite question? Voilà, je vous écoute. Mais on pourrait considérer la masse m non nulle et dans ce cas-là, on prendrait le milieu de la corde et puis les deux objets, on intégrerait la moitié de la masse m dans chacun des deux objets. Je ne sais pas si c'est véritablement la bonne technique, hein. Moi, j'aurais plutôt tendance, en tout cas, si je n'ai jamais réfléchi à cette question, mais si je devais moi-même résoudre ce problème un jour et qu'on ne devait pas annuler, on va dire, la masse de la corde, ça voudrait dire qu'on la connaît en réalité, bah, on a ici quand même un système avec trois équations et trois inconnus. Les trois inconnus, ce serait T1, T2 et A. Donc, moi, je ne ferais pas ce genre de micmac. J'aurais plutôt tendance à véritablement essayer de calculer T1 et puis essayer de calculer T2. Maintenant, comment? Alors ça, il faudrait se lancer dans un calcul avec plusieurs substitutions parce que c'est ici. On n'a plus un système de deux équations, deux inconnues, on a un système de trois équations, trois inconnues. Donc là, comme ça, de tête, je ne peux pas trop vous dire comment je partirais. Je pense que je ferai plusieurs essais sur des feuilles, mais je n'aurais pas tendance à imaginer qu'on casse la corde en deux. Non. La corde, c'est un système et un sous-système, en l'occurrence ici, et il faut le conserver tel quel.